là nous avons une astrologie qui, je qualifie de très individualisante. C'est-à-dire, effectivement, on voit bien qu'il y a une tentative de l'astrologie par sa complexité même, parce qu'en fin de compte, je crois que vous avez dû avoir une impression de complexité. Complexité par le nombre de planètes, le nombre d'aspects, de corrélations, de signes, de dates, etc. Effectivement, cette complexité, elle se justifierait dans la mesure où chaque individu est différent, chaque période est différente, chaque situation est différente, donc il faut un personnel, une population considérable pour gérer cette diversité. Jusqu'où peut-on aller en astrologie au niveau de la préhension de la diversité? On comprend bien que s'il fallait aller encore plus loin, il faudrait encore ajouter encore plus de facteurs, etc. etc. Bon, ça donne un peu le vertige. Une sorte d'infiniment petit, d'infiniment complexe, et il y a actuellement des réactions pour prendre le contre-pied de cette façon de procéder. Alors, d'une part, il y a ce qu'on appelle l'astrologie mondiale. Ce qu'on appelle l'astrologie mondiale, c'est-à-dire l'astrologie qui, au lieu de s'intéresser à telle personne en particulier, son petit thème, sa petite date de naissance, son petit problème, va être dans le global. Donc, va essayer de comprendre les événements majeurs. Parce qu'il ne faudrait pas oublier quand même, et ça c'est un sujet qu'on a abordé hier longuement, il ne faut pas oublier que même si nous sommes des individus, nous sommes aussi marqués par le collectif. Hein, quand il y a 10 millions de personnes qui regardent le même programme de télévision, le même match de rugby, on n'est pas dans l'individuel. Hein. Quand il y a une catastrophe dans un pays qui fait des millions de gens, on n'est pas dans l'individuel. Donc cette dimension de l'individuel, elle est certainement évidente pour des personnages importants comme Beethoven ou l'abbé Pierre, etc., qui sont des gens qui ont une influence sur leur temps et sur les autres. Maintenant, est-ce que, rapporté à l'échelle, disons, d'une personne, entre guillemets, ordinaire, est-ce que ça fait sens? C'est une question qu'on peut se poser. Alors, historiquement, l'astrologie était surtout utilisée pour les grands personnages. Hein. Il n'était pas question de faire le thème de tout un chacun. Alors, alors est-ce que c'est une bonne chose que... Bon, ces grands personnages, qui sont des personnages donc, qui ont effectivement du pouvoir, qui donc ont une influence sur les autres, bon, c'est vrai que nous sommes bien placés, même aujourd'hui, pour savoir qu'il y a des gens qui ont plus d'influence que les autres, et qui dirigent, qui sont chefs d'entreprise, qui sont créateurs, qui sont cinéastes, enfin, des gens qui font bouger les autres. Bon. Alors la question est de savoir, et ça c'est un peu le problème du yin et du yang, si vous voulez, si nous sommes tous, comme semblent le laisser entendre certains astrologues, est-ce que nous sommes tous titulaires, en quelque sorte, d'un thème natal personnel, vu que, dans la pratique, beaucoup d'entre nous, finalement, nous sommes engagés dans un processus collectif, économique, religieux, politique, qui ne laisse pas une énorme place à la dimension individuelle. Quand il y a X millions de gens qui regardent le même programme à la télévision, on ne va pas dire que chacun participe de manière spécifique à ça. Cela dit, il ne faut pas du tout minimiser le rôle du public. C'est effectivement, si un film sort et que personne ne va le voir, c'est un échec. Donc il y a un dialogue entre le créateur et le public qui est absolument essentiel. Si quelqu'un se présente à des élections et que personne ne vote pour lui, c'est un échec. Donc le public, la force collective est déterminante. Et moi je crois qu'il y a des gens qui se situent dans... Il y a des gens qui sont puissants parce qu'ils ont un ego, une capacité créatrice forte, et d'autres personnes qui sont surtout des personnes qui vont choisir celui qu'ils vont prendre pour leader. Un leader qui n'est suivi par personne, évidemment, ça ne va rien dire.
Mais disons qu'il y a les électeurs et les élus. Il y a les créateurs et le public qui va acheter ou pas le livre, le disque, etc. Il y a celui qui lance une nouvelle voiture et puis elle est achetée ou elle n'est pas achetée. Bon, donc je crois qu'effectivement, cela dit, il y a une question qui se pose quand on est un être, on se pose la question de savoir à quel camp on appartient. Suis-je voué à être un grand créateur, un chef, un leader, quelqu'un qui va être suivi, qui va entraîner les autres, ou bien dois-je me contenter d'être dans la norme, d'être dans la bonne moyenne, et d'imposer ma décision dans le global, dans le quantitatif, c'est-à-dire en parlant autour de moi, en convainquant d'autres personnes d'aller dans mon sens, d'être en fin de compte, d'être constitutif du public qui va, comme on dit, vox populi, vox dei, c'est-à-dire qu'effectivement, le public, c'est pas rien d'être membre du public. Influent ou influençable. Voilà. Donc je veux dire que le public est quelque chose de respectable dans nos démocraties. Dans le domaine même dans le domaine de la vie économique, le public est quelque chose de respectable. Donc je crois qu'il y a des gens qui vaut mieux, ce n'est pas la peine de forcément se lancer dans un processus individualiste si on n'a pas les épaules pour ça. Alors le rôle de l'astrologue, justement, tel qu'on devrait le redéfinir en cette deuxième décennie du XXIe siècle, c'est de déterminer, avec les gens qui viennent le voir, si ce sont des personnes qui relèvent de l'astrologie et qui obéissent à des cycles cosmiques qui les propulsent de temps à autre sur le devant de la scène, ou bien si ce sont des personnes qui ont un profil plus humble, plus modeste, et qui sont plutôt une force de cohésion, de force d'adhésion, de force d'acceptation, qui est tout à fait respectable. Donc là, effectivement, il y a une question qui se pose, c'est de savoir si chacun doit avoir un thème natal ou pas, vu que, finalement, on a l'impression parfois, si vous voulez, ce que j'appellerais, on dit souvent, par exemple, quand on a parlé de Gaulle, on a dit après que c'est pas facile d'entrer dans les habits de quelqu'un comme ça. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le surdimensionnement. Donc il ne faut pas donner des habits surdimensionnés aux gens. Hein. Si on est quelqu'un de modeste, on ne va pas vous mettre un truc énorme sur le dos. Et récemment, il y a eu un psychiatre qui a écrit La fatigue de soi, qui s'appelle Alain Ehrenberg, où il a montré que beaucoup de gens déprimaient parce qu'on leur demandait trop en tant qu'individu. Il faut absolument que vous développiez en tant qu'individu, il faut absolument que vous montriez vos capacités créatrices. Et pour certaines personnes, c'est une pression qui est beaucoup trop forte, trop lourde. Donc faut pas. Il y a des gens qu'il faut qu'on a poussé, effectivement, mais d'autres personnes, si vous les poussez, eh bien ils craquent finalement. Hein. C'est comme des parents qui ont des enfants, bon, c'est le même problème. J'ai un enfant, est-ce que je dois le pousser, est-ce que je ne dois pas le pousser? Ben, il faut savoir. C'est là qu'on va voir l'astrologue, effectivement. Alors comment peut-on savoir, comment l'astrologue peut-il répondre si vous avez un enfant qui est voué à un destin remarquable, ou si vous avez un enfant qui a un profil plus bas? Eh bien, justement, la réponse est assez simple. Il faut s'assurer que cette personne a un rythme de vie, un rythme de fonctionnement qui correspond au cosmos. Il y a des rendez-vous cosmiques importants. Si ces rendez-vous cosmiques font sens pour l'enfant, eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'il est porté par le cosmos. Si ça n'est pas le cas, ou c'est pas du tout assuré, à ce moment-là, il vaut mieux considérer que cet enfant, il faut peut-être pas trop le bousculer dans sa carrière. Vous voyez bien? Voilà, je voudrais inviter les personnes à poser les questions. Voilà, les gens qui sont... on ne veut pas vous oui, on a passé pas mal de temps prévu. Oui, mais enfin, comme on a eu cette conférence, il vaut mieux que les gens quand même puissent participer. Voilà, alors, donc, je ne sais pas si vous avez envie de réagir ou de parler de votre... Donc le mieux, c'est que les personnes qui ne sont pas intéressées par la suite de la discussion, qui sont obligées de partir partent, et que les personnes qui sont motivées voilà. restent. Ceci dit, comme nous avions prévu jusqu'à 17h, nous ne sommes pas une demi-heure près, mais je ne veux pas non plus vous obliger, et c'est pour ça qu'il reste 10 minutes, et je vous invite à donner vos points de vue, qui nous sont précieux.
de façon à ce qu'il y ait un échange et des réponses pour répondre à vos questions. Ne confond pas la constitution comme étant la naissance. Nous avons par habitude de considérer comme moment essentiel pour parler de typologie astrologique et pour définir une carte d'identité astrologique. On a pour principe de prendre comme référence le moment initial, la première inspiration de l'être, le moment de la naissance. Mais comme vous l'avez compris, l'astrologie c'est l'étude du temps, donc un moment est toujours lié à un rythme qui a débuté ou qui va se poursuivre. Donc on peut étudier le moment de la conception comme on peut étudier... Vous avez déjà fait ça, de faire un thème sur le moment de la conception par rapport, voire faire une comparaison. Avec une expérience de une vingtaine d'années de pratique, je vais vous dire, on ne m'a jamais posé la question dans le cadre de mon exercice professionnel. En conférence, oui. La démarche du client n'a jamais confirmé cette question. Non, je pense que ce qui est important dans un thème, ce qui est important, c'est de comprendre la relation aux parents, d'identifier la ligne héréditaire, qui bien sûr nous fait penser quand on parle d'hérédité au passé, donc à un temps court, quelques mois avant la naissance, ou à un temps long, quelques siècles avant la naissance. C'est ce que nous appelons la naissance, nous. Le premier moment de respiration, l'éclosion. La naissance, c'est peut-être la conception. Peut-être, c'est ça. Ah mais non, mais je suis d'accord avec vous. Dans certains plans, sans doute, oui. Dans certains plans, sans doute. Il y a des théories, il y a des théories Nous là-dessus. sommes dans la subtilité de notre langage. Oui, il y a des questions. Le moment de la conception, c'est vrai, peut-être logique, parce que l'enfant vit avant de naître, je veux dire. Ah, donc, mais la difficulté en astrologie, c'est d'arriver à retrouver le chemin de la conception, le moment de la conception. Au père, à la mère. Mais en évolution aussi. Moi, je me sens tout à fait à l'aise, je vois pas où Excusez-moi. il peut que l'on considère le moment de la naissance, ou que l'on considère le moment de conception, les deux moments sont liés, interdépendants. Mais je pense qu'on est interdépendants de toute façon à travers ce que je pense en général. À l'ensemble, on fait partie d'un ensemble, on fait partie du tout. Oui. Ce qui est intéressant aussi. Inconsciemment, pas manipulé, mais dépendant de. On est dans le grand mouvement. Nous sommes dans la vague. Dominique, oui, que pourriez-vous nous dire? Que pensez-vous donc de l'astrologie? Vous pratiquez l'astrologie, je crois. Pas vraiment, mais bon, disons que j'ai une formation, voilà. J'ai une formation, j'étais une astrologue âgée, et très compétente, avec donc une formation assidue. C'est souvent celle liée à la curiosité, et la personne motivée. Au début, c'est ça, puis après, vous êtes passionné. Un livre d'éphéméride, quelques livres d'interprétation. À partir de là, il y a une relation qui se rapproche de la bonne pratique de l'astrologie. Après, il faut, pour poursuivre ces investigations, pour avancer et gagner un savoir-faire, il faut travailler. C'est comme dans tout métier, dans toute pratique. En général, on dit qu'il faut 2 années d'études pour être à l'aise, mais encore que ça veut dire beaucoup et rien, parce que on peut passer 2 années d'études en 5 ans, 8 heures ou 10 heures par jour, ou alors on peut travailler pendant 2 années et suivre un cours par semaine. Il y a là une nette différence. Maintenant, beaucoup de documentation, il faut lire beaucoup de livres pour comparer. Il faut surtout comprendre et découvrir au fur et à mesure. Voilà. Enfin, moi je voudrais ajouter quelque chose. Je ne pense pas que la date de naissance. Je ne pense pas que la seule astrologie possible soit liée à la date de naissance. Parce que si on prend la question des cycles, il y a des cycles, il y a des configurations qui se produisent. Les personnes qui sont sensibles à ces configurations vont réagir au moment où la configuration se produit, au cours de leur vie, pas forcément au moment de la naissance. Cette fixation sur le moment de la naissance, tout à l'heure je donnais des exemples de recherche, ce
pour moi, ce qui est important, ce n'est pas le moment de la naissance. Ce qui est important, c'est de voir si pendant les cycles majeurs, la personne est marquée par ces cycles. Donc le problème que pose monsieur, il a raison, ce n'est pas... L'astrologie ne doit certainement pas être identifiée systématiquement avec la question de la date de naissance ou de l'heure de naissance. Il y a des recherches, il y a une astrologie de ce type-là qui est intéressante, certainement, mais il y a une astrologie cyclique. Par exemple, prenons par exemple un cycle qui était très connu à la Renaissance, qui est le cycle Jupiter-Saturne, qui se produit tous les 20 ans. Bon, il y a d'autres cycles, mais celui-là se produit tous les 20 ans. Si les gens sont marqués par le cycle Jupiter-Saturne, lorsque la Jupiter et Saturne se retrouvent dans le ciel en conjonction, eh bien, ils vont être propulsés par ce cycle. S'il y a un carré ou une opposition entre ces deux planètes, ils vont également avoir des répercussions. Donc, à mon avis, on est constamment, à tout instant, on est en rapport avec le cosmos. À tout instant, le cosmos envoie des messages que nous recevons ou que nous ne recevons pas. Il faut découpler l'astrologie du problème de la naissance, même si quelqu'un ne connaît pas sa date de naissance. En ce qui me concerne, ce n'est pas du tout dramatique, parce que, d'abord, comme disait monsieur, il y a déjà une hérédité planétaire, il y a déjà... moi j'aime beaucoup les travaux de Michel Gauquelin, sans rentrer dans les détails, qui disait que l'enfant naît au moment qui correspond à ce qu'il est. Donc il faut déjà qu'il soit avant d'être né. Donc il faut déjà qu'il soit déjà programmé et déterminé déjà biologiquement. Si je dis par exemple que le petit martien naît au moment où sa planète est dominante, c'est-à-dire qu'elle se lève ou elle culmine, ça veut dire déjà qu'il est martien avant de naître. Parce que justement, c'est parce qu'il est martien qu'il va naître à ce moment-là. Donc on va pas dire qu'il devient martien au moment où il naît, parce qu'à ce moment-là, il ne pourrait pas décider de sa naissance. Bon, alors donc il y a d'autres astrologues évidemment qui disent non, pas du tout, c'est au moment où on est que... bon, il y a plusieurs théories astrologiques, mais qui correspondent donc à des scénarios quand même très différents et des théories différentes. Vous connaissez, chacun d'entre vous, votre planète dominante. Ça y est, vous y êtes. Vous êtes de quel signe, madame? Alors, en fait, c'est Jupiter. Jupiter. Madame, vous connaissez votre planète dominante? Sagittaire, Jupiter. Donc tout le monde connaît sa planète. Ça, c'est déjà un point important, parce que dans l'éphéméride, ça sera assez simple de se limiter dans vos premières démarches à suivre le rythme de votre planète. Jupiter transite actuellement en Poisson. C'est les Poissons, justement. Quelle est la planète de Neptune. Mais il y a également Jupiter qui influence. Donc, on peut penser que le Poisson actuellement a l'avantage du passage de Jupiter, qui est l'astre bénéfique. Alors, il est important de préciser que lorsqu'une planète bénéfique passe dans votre signe, elle vous apporte son énergie sur une durée. Durant la première partie de cette durée, en général, la personne recharge ses accus. Jupiter a mis 12 ans pour faire le tour du zodiaque et pour arriver en Poisson. Vous pensez bien que la 10e et la 11e année, Jupiter commençait à manquer. Jupiter arrive, pendant quelques mois, vous allez recharger vos accus, puis arriver à un stade de maturité, et quelquefois, on pourrait même, c'est une image, mais je pense qu'elle est fondée, vous allez acquérir dans ce passage de l'énergie de Jupiter pour un cycle de 12 ans. Donc, au bout de 2 ans, c'est sûr, vous allez avoir pas forcément durant le passage bénéfique, juste après, vous allez être complètement motivé, forte de vous, enrichie d'une année où vous avez rechargé vos accus, une année d'installation sous Jupiter, et puis après, la deuxième année, c'est souvent un temps fort, où l'être a tous ses moyens pour... Donc, on dit quelquefois, un astre passe, le moment clé n'est pas forcément à l'arrivée, bien que il se passe souvent quelque chose à ce moment-là. Mais le fondé, réputé et caractérisé lié à la planète demande un peu de temps. Le thème natal reste quand même référent. Bien sûr. Parce que dans la course des planètes, c'est l'instantané au moment de notre naissance et c'est quand même important. Bien évidemment, les planètes continuent. Bien évidemment, dans la vie qu'on mène après, l'influence des planètes va continuer à fonctionner et elle va aussi interagir en fonction de nos planètes natales.
Hein, c'est pas parce que le thème est fixé au départ qu'il est fixe pendant toute la vie, mais il est quand même repère, c'est un petit peu une espèce d'ADN astrologique. Mais le thème natal, c'est deux choses différentes. Alors justement, je prends les travaux de Jean-Marie Le Pelletier. Dans le thème natal, vous l'avez remarqué tout à l'heure, il y a les planètes en signe et en maison. Donc, effectivement, il faut faire un distinguo. Les planètes en maison, les travaux de Coquelin le montrent et d'autres chefs, sont beaucoup plus importantes que les planètes en signe. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que les planètes en maison, ça n'a peut-être pas été assez dit, les planètes en maison, et là, effectivement, j'aborde dans votre sens, les planètes en maison, regardez, prenez une planète comme Uranus. Uranus peut se trouver en 24 heures, Uranus peut se trouver en 24 heures dans les 12 maisons. En signe, Uranus restera dans le même signe pendant plusieurs années. Vous voyez bien qu'au niveau de ce qui pourrait être caractéristique de la personne qui naît, la position de la planète en maison est beaucoup plus déterminante que la position de la planète aussi, puisque par exemple des personnes qui vont naître pendant toute l'année 2010 auront Uranus dans le même signe. Et même pendant plusieurs années. Donc vous ne pouvez pas imaginer que la planète en signe soit déterminante pour l'individu qui naît, puisque pendant plusieurs années, tout le monde va naître avec cette planète en signe dans ce signe. Bon. Alors, en revanche, Uranus dans une maison va pouvoir changer en l'espace de 2 ou 3 heures de maison. Et à ce moment-là, un enfant qui naîtra le matin, le même jour, aura Uranus en maison 5, et le soir, il aura Uranus en maison 11, par exemple. Donc c'est beaucoup plus différenciateur d'étudier la position des planètes en maison qu'en signe. Et même sur le plan, par exemple, du fœtus qui essaie de naître, imaginons que le fœtus cherche un moment qui correspond à sa nature. Il peut attendre, si on peut dire, quelques heures pour naître avec Mars dans la maison qui lui correspond, mais il ne va pas attendre des années dans le ventre de sa mère pour attendre que Mars soit en Scorpion plutôt qu'en Sagittaire. C'est de la folie furieuse. Donc, soyons donc concrets, le fœtus, il a une marge de manœuvre de quelques heures, alors, effectivement, il peut y avoir un changement de la planète en maison, mais en aucune façon, Jupiter, par exemple, si on prend Jupiter, s'il avait envie d'être avec Jupiter en Sagittaire, et qu'au moment où l'accouchement a lieu, Jupiter est en Taureau, il ne va pas attendre 6 ans dans le ventre de sa mère pour que Jupiter soit en Sagittaire. J'interviens pour dire que, cependant, bien que nos propos s'élèvent quelquefois, dans le BABA de l'astrologie, il y a que nous savons quelles sont les caractéristiques physiques de chaque signe, quelles sont les faiblesses médicales. C'est important. On sait que le Taureau, c'est la gorge, que les Gémeaux, c'est les bronches, que le Cancer, c'est l'estomac. Le Sagittaire, les cuisses, le foie. Le Verseau est sensible des chevilles. Ah non? Le Sagittaire, c'est l'ouïe aussi. Quand on connaît Beethoven. Soleil opposé Mars, il me semble, mais Mars étant l'astre du Bélier, le Bélier est sensible du nez, les oreilles, quelquefois il se blesse. Mars, la possibilité. Donc, on sait ça, mais on sait une foule de choses. On apprend donc à connaître les affinités entre signes. Le signe d'air s'entendent très bien entre eux, ce qui ne veut pas dire qu'ils vivent ensemble. C'est tellement simple et agréable entre eux qu'ils ne se compliquent pas la vie à vivre ensemble. Bon, là, je les notes du mot. On est parfois aussi attiré par son opposé parce qu'il y a une difficulté qui nous amène à évoluer, à apprécier autre chose, qui amène une magie. Voilà.